À tous pour cette conférence sur la place des docteurs sur les postes de top management ou C-level. On y reviendra. Cette conférence va être co-animée par moi-même. Donc, je suis Amandine Bunicourt. Je suis cofondatrice et directrice associée d'Adoc Talent Management. Et du coup… Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Yamina Covin. Je suis responsable du recrutement et formatrice pour Adoc Talent Management. Je suis également coach en développement personnel et professionnel. Et je travaille depuis plus de 10 ans dans le recrutement de fonctions top management. Très bien. Merci Yamina. Du coup, je vais vous présenter brièvement le regard qu'on va pouvoir partager avec vous aujourd'hui au niveau d'Adoc Talent Management. Donc, je sais que certains nous connaissent déjà. Adoc Talent Management, c'est une entreprise qui a été fondée il y a 13 ans maintenant, basée sur un constat simple, c'est que pour les entreprises, c'est pas forcément simple de s'entourer des talents des docteurs. Un, savoir où les trouver et deux, évaluer les compétences acquises par la pratique de la recherche. Et donc, on a souhaité développer des activités qui permettent de favoriser la poursuite de carrière des docteurs vers des postes variés et de haut niveau dans tous les secteurs d'activité. Pour ce faire, notre cœur de métier, c'est le conseil en recrutement, sur lequel on intervient auprès d'entreprises de toute taille et de tout secteur, sur des postes qui vont depuis des postes d'experts jusqu'à des postes de directeurs. On a également un pôle formation, on accompagne le développement de carrière des docteurs et un pôle recherche et développement où on va étudier les constructions et les trajectoires de carrière des docteurs, leur marché de l'emploi, etc. On est une équipe hybride telle qu'on le représente aujourd'hui avec Yamina, avec des docteurs et des professionnels RH. Un ancrage très fort dans l'écosystème de l'innovation, de nombreux partenariats avec notamment les associations de jeunes chercheurs. On est présent sur trois zones géographiques, donc Paris, Montréal et Bruxelles pour le Benelux. Finalement, pourquoi Adoc Talent Management d'une part et du coup, pourquoi des docteurs à des postes de top management? Grosso modo, l'ADN de notre entreprise, donc d'Adoc Talent Management, c'est de favoriser l'irrigation du tissu socio-économique par les docteurs et de promouvoir leurs talents. Et on œuvre depuis notre création à faire connaître les docteurs là où ils sont peut-être moins attendus. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'il y a déjà des batailles qui sont gagnées, c'est-à-dire que c'est maintenant souvent une évidence de recruter des docteurs en sciences naturelles, en sciences pour l'ingénieur, sur des postes de R&D. Ça l'est encore beaucoup moins quand on pense aux docteurs en sciences humaines et sociales, par exemple, et ça l'est encore un petit peu moins quand on pense au poste de top management. On a encore beaucoup d'entreprises qui n'imaginent pas des docteurs évoluer à ces métiers. Or, en termes de développement de carrière des docteurs qu'on accompagne, on se rend compte qu'il y a deux tendances naturelles qui se dessinent. La filière dite expertise, où on va développer finalement sa carrière autour d'une expertise sur la durée. Et puis la filière management, qui vise en général à déboucher vers des postes de direction sur la durée. Donc, pour nous, c'est important pour promouvoir les carrières des docteurs de promouvoir cette diversification et l'augmentation de l'accès des docteurs aux postes de top management. Et c'est aussi, on le voit, un enjeu de connaissance et de reconnaissance du diplôme. J'ai mis ici un petit tableau sur les femmes dans les postes de top management. Vous voyez qu'en moyenne, on a 24% de femmes sur l'ensemble des postes de top management. C'est pas un graphique qui est spécifique aux femmes docteurs, mais néanmoins, l'enjeu de l'accès des femmes docteurs au poste de top management est pour nous une double bataille. Et vu qu'on aime les batailles qui sont pas simples, et on s'y attelle aussi de longue date. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble avec vous? On va déjà voir de quoi on parle quand on parle de top management. Et puis, on vous emmènera sur un état des lieux, un panorama de l'accès des docteurs à des postes de top management. On étudiera pourquoi
c'est intéressant de recruter les docteurs à ce type de poste à travers des études de cas et on verra en quoi le contexte actuel est un vrai levier pour que vous ayez accès à ces postes. Et puis, on finira sur des conseils sur comment développer votre projet vers ces métiers-là et évoluer en entreprise. On se gardera un moment en fin de webinaire pour prendre vos questions. On pourra éventuellement aussi répondre à vos questions via le chat s'il y en a qui s'adressaient à des parties précises dans le cours du webinaire. Yamina, c'est à toi. Très bien, merci Amandine. Et donc effectivement, top management, C-level, de quoi parle-t-on? Alors avant de voir une définition précise de ce terme, je vous invite en fait à vous connecter donc sur Internet, sur un site qui s'appelle menti.com, qui est très simple. Il suffit de rentrer le code qui est affiché donc, sur l'écran, qui est donc 48 69 48 7. Et de vous demander de penser très large, de ne pas hésiter, voilà, d'inscrire ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de C-level, à quel type de poste vous pensez. Donc, n'hésitez pas à mettre des noms de postes, des secteurs ou des noms de personnes qui vous viennent à l'esprit. Donc, je vais vous laisser à peu près 2 minutes pour pouvoir alimenter. Voilà, donc je vois que ça commence, donc effectivement. Je vois que les idées arrivent, effectivement. Aucune idée. Très bien, on a un beau nuage de mots qui apparaît. Je vois que ça parle à beaucoup de personnes, c'est intéressant. Très bien. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore mis leurs inputs, pour rappel, vous pouvez depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable taper menti.com, rentrer le code qui vous est demandé, qui pour l'ensemble de notre présentation sera 48 69 48 7 et rentrer vos mots-clés. Alors, je vois, on voit effectivement que beaucoup ont beaucoup d'idées, les inspirations en tout cas fusent. Donc, on se rend compte, avant qu'on donne la définition, que vous faites bien référence à, alors pour certains, à des trigrammes de CEO, CTO, CFO, PDG. Donc, effectivement, des fonctions voilà, de direction, de responsabilité, je vois. Alors, aucune idée, je le vois également apparaître plusieurs fois. Donc, de toute façon, on est là pour vous expliquer. Donc, très bien. Donc, je vois que c'est très riche. Donc, merci pour vos participations. Je pense qu'on va pouvoir vous donner la définition, effectivement. Donc, en tout cas, je vois que voilà, donc, pas mal de choses sont assez communes, en tout cas dans ce qui ressort de ce Mentimeter, de ce nuage de mots. Je repasse du coup sur ta présentation. Alors effectivement, donc direction, top management, C-level, exécutif, en tout cas, ce sont des termes qu'on retrouve très, très souvent. Le top management, donc haut management, ça désigne vraiment les fonctions à haut niveau de responsabilité et de décision dans l'entreprise. Donc le terme américain, donc le C, correspond donc simplement au mot chief, donc de directeur. Il n'y a pas vraiment de traduction exacte. Ça se situe vraiment entre le cadre supérieur, donc celui vraiment qui va encadrer des cadres, uniquement des cadres, et qui a aussi qui sont des managers de haut niveau et de qualification élevée, et de cadre dirigeant qui est la fonction à grande autonomie d'exercice dans l'entreprise, de haut niveau de responsabilité, également de haut niveau de rémunération. Voilà, donc c'est aussi souvent assimilé
au niveau exécutif, parce qu'on va parler de membres du COMEX, donc du comité exécutif, de direction, de top management. Donc, vous avez effectivement de nombreux termes. Non, c'est bon. Alors, si étoile haut, on l'a vu tout à l'heure, pour certains d'entre vous, dans le nuage de mots, vous avez très bien compris qu'il s'agit en fait de trigrammes qui sont là. L'idée dans ce slide, c'est de vous mettre en avant vraiment les postes, les sigles les plus répandus et assez communs qu'on retrouve fréquemment de fonctions de C-level, donc de CEO par exemple, de Chief Executive Officer, qui est soit le directeur général, PDG, donc la personne qui occupe donc le poste à plus forte responsabilité, qui apporte vraiment sa vue et son expertise sur l'ensemble des activités. Vous avez donc le CFO, donc j'ai vu apparaître tout à l'heure, donc le Chief Financial Officer, donc qui est vraiment la personne qui est exclusivement chargée de la finance de l'entreprise, ou bien le COO, le Chief Operation Officer, ou le directeur d'exploitation qui lui va être en charge évidemment de tout le périmètre de production qu'on va lui confier. Mais à côté de ça, vous avez d'autres trigrammes, d'autres sigles qui sont variés et que vous allez retrouver dans des offres d'emploi ou même des postes que vous visez, de CIO, Chief Administration Officer, ou de CISO, de Chief Information Security Officer, ou bien de CMO. Alors CMO qui peut être dans l'esprit pour certains de Chief Medical Officer, mais dans l'esprit le plus répandu, c'est quand même le Chief Marketing Officer. Donc souvent, vous allez avoir un trigramme qui va signifier plusieurs métiers, mais de manière générale, de bien garder en tête que ce sont des fonctions où les personnes ont vraiment une vision stratégique et qui ont un certain leadership. Alors, des constantes et des variables, oui. Donc, la composition, là l'idée absolue, c'est vraiment de dire qu'on va parler du COMEX, donc du comité exécutif, on verra tout à l'heure, mais qui est l'instance de décision et qui va regrouper différentes fonctions à des niveaux stratégiques. Donc, c'est une instance décisionnaire et qui est composée, enfin, la composition de ce COMEX va vraiment dépendre des besoins et de la taille et du type d'entreprise. On vous a donné quelques exemples, par exemple pour le cas d'une entreprise du secteur des biotech, où là on va retrouver dans ce fameux COMEX d'un CMO et un CSO, donc de Chief Medical Officer ou Chief Scientific Officer pour ces univers de biotech, ou alors dans le secteur de l'informatique, où vous allez surtout certainement retrouver des CTO et des CIO, donc assez logique. Pour revenir sur un panel de trigrammes, vous avez voilà, aussi d'autres appellations de CHRO, de CMO encore, de CTO, CIO, etc. Donc assez varié. Alors, effectivement, quelle trajectoire vers la direction générale? Il faut se dire qu'il n'y a pas qu'un seul schéma. Vous avez deux types de schémas, en tout cas très classiques, qui est celui de pouvoir aller vers la direction générale et de passer par plusieurs étapes dans l'entreprise, d'une fonction classique en évoluant progressivement, ou tout simplement, si vous avez cet esprit entrepreneurial, d'accéder rapidement à des fonctions de direction, par exemple en créant votre propre entreprise. Se dire également que les directeurs financiers et les directeurs commerciaux sont les plus plébiscités, en tout cas, vers dans ces trajectoires et dans ces directions, fonctions de direction. Et pas forcément se dire que c'est que dans des sociétés enfin, c'est pas forcément dans les sociétés de deep tech. Alors, deep tech, pour juste vous rappeler qu'il s'agit de start-up qui vont proposer des produits de manière générale et des services innovants, de rupture. L'importance est aujourd'hui de vraiment comprendre voilà, tout ce qui tourne autour de la science, des technologies, de l'innovation. Alors, le comité exécutif, on en parlait tout à l'heure, je vous le disais, c'est effectivement l'ensemble des managers C-level qui vont constituer le comité exécutif. Ils prennent effectivement des décisions importantes et ils dirigent chaque service et créent des stratégies pour aligner les opérations sur les objectifs. Là, on vous a pris l'exemple d'un COMEX qu'on connaît bien, du groupe SEB, qui est très de renom, une société de renom. Et c'est intéressant de se pencher en fait sur ce COMEX parce qu'en fait, on va y retrouver toutes les fonctions clés de directeur industriel, de directeur financier, etc. Alors,
On va aussi remarquer qu'il s'agit aussi d'un conseil qui est très masculin. Amandine l'a dit tout à l'heure, hein, la place des femmes aujourd'hui au COMEX ou au CODIR même, eh bien, notons qu'il y a quand même des femmes hein, qui sont présentes. Même la France se pose comme championne hein, aujourd'hui de la féminisation des boards. Et voilà, et le Haut Conseil de l'égalité va même recommander de fixer un seuil de 20% des femmes dans les comités exécutifs dès 2022 et de 40% en 2024. Je vous rassure, il y en a, voilà, juste pour revenir, il y a des femmes qui sont présentes comme Schneider Electric, Société Générale et d'autres sociétés. Alors, dans ces métiers, dans cet univers du C-level, hein, il y a des compétences qui sont communes. Et nous, on a souhaité vous mettre vraiment les principales compétences mobilisées donc sur ces métiers qui vont vraiment dépendre du poste et du contexte, mais de certains nombres aussi de compétences comme que vous pouvez voir à l'écran. On le disait tout à l'heure, de la vision stratégique, du leadership, mais aussi des compétences de métier, la capacité à travailler en équipe, la prise de décision, la communication, par exemple, sont autant de compétences qui permettent d'accéder et d'accéder à des métiers, des fonctions de C-level. Du coup, maintenant qu'on a pu poser les bases et savoir de quoi on parlait, c'est intéressant de voir est-ce que des docteurs accèdent à ces postes C-level. Alors, grosso modo, il n'y a pas eu d'études qui se soient vraiment focalisées sur la caractérisation des carrières des docteurs sur ces fonctions C-level. Néanmoins, sur des études un petit peu plus larges, on peut déduire des ordres de grandeur. Sur les études qu'on a portées au niveau d'Adoc Talent Management, il y en a 2 sur lesquelles on peut tirer des pourcentages. Sur la France, en 2012, on estime que 2,3% des docteurs étaient à des fonctions de direction. Donc, à travers l'étude carrière, je vous ai mis les sources en bas. C'était une étude qui portait sur 5000 docteurs. Et au Canada, où on a fait plus récemment une étude, on est à peu près à 2,2%. C'est des ordres de grandeur, bien sûr. On avait regardé du coup les dénominations des postes que ces docteurs, à travers ces études, portaient. Ce qu'on remarque, c'est qu'en France, le nuage de mots est beaucoup plus diversifié parce que les appellations des postes, comme le disait Yamina, sont pas encore complètement homogénéisées comme elles le sont beaucoup en Amérique du Nord notamment. Donc voilà, on voit directeur général, gérant, directeur R&D, directeur des opérations, de la performance, etc. C'est sur l'étude donc PH Detective qui portait sur le Canada, on voit un nuage de mots beaucoup plus restreint parce que c'est vrai que c'est toujours les mêmes types de postes qui reviennent. Là, pour préparer ce webinaire, on a aussi souhaité avoir une approche un petit peu différente. On s'est dit finalement, LinkedIn, c'est aujourd'hui le plus gros agrégateur de données qui concerne les offres d'emploi et les profils de docteurs. On est allé regarder finalement à la fois le pourcentage des offres d'emploi C-level qui, donc dans les annonces, exigent un PhD. On est à 3,2%. Alors, pour vous donner un point de comparaison, sur l'ensemble des offres d'emploi présentes sur LinkedIn, il y a 1,3% des offres qui requièrent un PhD. Donc, il y a quand même une surreprésentation. Un facteur de 2,5, ce n'est pas négligeable. Et puis, si on fait un petit peu la démarche inverse d'aller regarder les profils C-level dans leur globalité, on voit que 2,7% des profils C-level ont un PhD. Et là aussi, en point de comparaison, en France, on estime que dans la population active, c'est plus bas sinon, mais dans la population active, on estime que 0,9% de la population active a un PhD. Donc là aussi, on a une bonne représentation.
2,5% des PhD présents sur LinkedIn occupent un poste de niveau C-level, donc ils ont évolué vers ces fonctions-là. On est grosso modo sur les mêmes ordres de grandeur que ce qu'on avait vu sur les études dont je vous parlais tout à l'heure. Un point intéressant, alors Yamina le disait tout à l'heure, dans la deep tech, c'est pas forcément les mêmes profils qui accèdent à des postes C-level. On observe sur LinkedIn une surreprésentation des docteurs à des fonctions de niveau C-level dans la biotech et plus globalement les life sciences, medtech, pharma, santé, et dans tout ce qui va être lié aux technologies de l'information, au logiciel, au digital, à l'intelligence artificielle, etc. Donc, deux secteurs qui sont effectivement extrêmement innovants. Alors, pourquoi on aurait besoin de recruter des docteurs sur des postes de C-level? Je suis partie sur deux études de cas d'abord, sur des sociétés qu'on a accompagnées. La première étude de cas que j'ai choisie, c'est une start-up du monde du digital avec des enjeux forts d'intelligence artificielle qu'on a accompagné récemment pour recruter un CTO. Là, c'était vraiment un contexte de société en création où l'équipe d'associés actuelle couvrait la dimension business, la dimension marketing et la dimension finance. Néanmoins, il y avait un gros trou à la raquette qui était la dimension technologique et innovation. Et donc, ils ont souhaité recruter CTO en l'associant directement au capital pour qu'il fasse partie de l'aventure au même titre que les premiers associés fondateurs. La recrue, en l'occurrence, c'est un docteur en informatique avec une grosse expérience dans la création et l'implémentation de systèmes d'information sur des marchés variés et une très forte appétence depuis son doctorat pour l'innovation. Avec le recul, ce qu'en tire l'entreprise aujourd'hui, c'est que ce docteur a d'une part pu créer et manager une équipe scientifique et technique, orienter la stratégie vers les technologies les plus à la pointe dans le domaine et donc permettre en ce sens à l'entreprise d'être pionnière sur un certain nombre de ses propositions de valeur. Et ce docteur, il a pour rôle vraiment de traduire des enjeux business en feuille de route pour la R&D sur les prochaines années pour anticiper les tendances et les besoins. Et puis, d'un point de vue plus pratico-pratique, une start-up, ça a besoin aussi de délivrer rapidement. Et donc, avec son équipe, ce CTO a permis la mise sur le marché d'un produit sous 15 mois. Deuxième étude de cas où là, on sort des fonctions liées à la R&D et la technologie. C'est une PME de biotechnologie qu'on a accompagnée pour recruter un Chief Business Officer, société de biotechnologie en phase d'accélération parce que avec le projet d'entrer l'un de leurs projets en clinique sur un produit très innovant. Et du coup, qui dit phase d'accélération et entrée en clinique, dit des enjeux très, très forts de business development sur lesquels le CEO était le seul à œuvrer jusqu'ici. Donc, besoin d'être soulagé pour le CEO. Gros challenge aussi en termes de levée de fonds, de merger and acquisition, d'alliances stratégiques. La personne qui a été recrutée est une docteure en immunologie qui a d'abord eu une première carrière en R&D, puis qui a fait une transition vers le business development sous l'angle du management de partenariats stratégiques et d'alliances pour le co-développement de produits. Et cette docteure portait aussi l'envie de toucher un périmètre beaucoup plus large dans le business development. Avec le recul, les apports pour l'entreprise, c'est que cette docteure a permis à la fois d'apporter une compréhension très fine de la technologie, une compréhension du développement du produit et une forte capacité à s'interfacer avec les équipes scientifiques.
Une autre qualité qui a été largement ressortie, c'est sa capacité à être innovante et créative dans les formats des deals à conduire. Et puis une capacité à mouliner des données avec rigueur, à les présenter, à convaincre. Et l'apport aujourd'hui, c'est que dès la première année, elle a pu conclure un partenariat stratégique et un accord de licensing out pour développer du coup les produits du pipe. Donc ça, on est vraiment sur vous partager des apports que les docteurs ont pu avoir sur ces fonctions-là. Maintenant, une deuxième manière de regarder ça, c'est aussi d'aller voir ce que les recruteurs disent sur les docteurs qui vont vers ces fonctions-là. J'ai pris 2 citations que je trouve assez intéressantes. Celle de Jean Botti, qui est docteur, qui est COMEX de ADS, et qui nous dit un docteur a appris à faire des exercices jusqu'au bout et faire preuve d'une forte ténacité. C'est pourquoi ils peuvent notamment être de très bons chefs d'entreprise. Autre citation que j'ai prise sur l'ancien président d'honneur de Lafarge. Notre société est très fortement marquée par la science et la technologie. Quand une question scientifique se pose, soit on va tomber dans le mythe, soit on va pouvoir aller plus loin. Donc, quand on a fait soi-même l'expérience de la recherche scientifique, on comprend beaucoup mieux ce que sont à la fois les potentiels et les limites. Et c'est aussi ce qui est attendu d'un dirigeant aujourd'hui pour orienter une stratégie. Alors, comment on va vers ces métiers-là? J'ai pris quelques trajectoires de personnes de nos réseaux. La première trajectoire que j'ai prise, c'est Guillaume Berthelot, qui, après un doctorat en mécanique des fluides, a fait d'abord un postdoc à UCLA, puis il a basculé dans le conseil en stratégie au sein du Boston Consulting Group. Une envie derrière de revenir vers quelque chose de plus foncièrement lié au transfert technologique et à l'innovation dans une SAT. Et puis, il est passé vers ces fonctions de C-level en cofondant donc une société qui s'appelle Deep Tech Founders et qui accompagne les entreprises innovantes. Deuxième trajectoire que j'ai prise, qui est probablement une des trajectoires les plus classiques, c'est une évolution en interne d'une entreprise. Donc, Maria Pereira, qui a été reconnue par Forbes comme l'une des leaders de demain, et par le Time aussi. Donc, doctorat en bioengineering, qui a commencé par des postes de scientist dans l'univers biotech, puis au sein de Titium a évolué vers des fonctions managériales d'une équipe, puis toute la recherche. Elle a préparé en parallèle un MBA pour devenir Chief Innovation Officer de Titium aujourd'hui. Troisième exemple de trajectoire. Alors, Jean Botti, je mettais une citation tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est assez connu. Hein. Lui, il a fait un doctorat et en parallèle un MBA. En parallèle, il a évolué rapidement vers le business, d'abord chez Delphi et puis chez Airbus et EADS. Et puis, c'est un serial entrepreneur depuis, donc il garde ses fonctions exécutives dans différentes sociétés et en parallèle à travers des sociétés plus petites. On dit souvent quand on tombe dans l'entrepreneuriat, après on ne nous arrête plus et c'est le cas par exemple de cette trajectoire. Quatrième exemple de trajectoire que de plus en plus de docteurs embrassent, c'est la création d'entreprises juste après le doctorat. Alors, ça a été mon cas. C'est le cas de Virginie Simon, que j'ai cité ici, que peut-être certains d'entre vous connaissent sous l'angle de la plateforme My Science Work, qu'elle a cofondée du coup en 2010 et qui est une start-up à fort succès qui s'est développée en France, au Luxembourg et à San Francisco.
Donc, vous voyez que les trajectoires ne sont pas uniques et le potentiel des docteurs sur ces postes est important. Il est d'autant plus dans notre contexte. Juste pour donner quelques éléments de contexte, on est dans ce qu'on appelle une économie fondamentalement fondée sur la connaissance, où la création de valeur passe par la connaissance, par les cerveaux, par l'immatériel. Euh, on a plein de challenges en face de nous et le contexte actuel nous le rappelle à chaque instant. Et du coup, ça va impacter les talents dont on a besoin, nous recruteurs, pour réussir sur ces challenges. On a besoin de plus en plus de docteurs et de personnel hautement qualifié et capable d'innover. Alors, ce dont vous entendez parler en permanence, c'est la transformation digitale, la transformation numérique. Il est clair que on parle de disruption, donc de changements brutaux, que ça soit dans les produits et les services ou les modèles économiques, mais ça va au-delà de ça. Si on regarde la face immergée de l'iceberg, on est en ce moment amené à innover et repenser fondamentalement, effectivement, les briques technologiques, mais aussi les usages et l'expérience utilisateur, l'éthique et les cadres juridiques et légaux, les processus internes aux entreprises, l'organisation du travail, les métiers, les compétences, la façon de travailler, la façon de se former. Tout ça est en changement extrêmement fort. Donc ça veut dire qu'on a besoin de compétences à tous les niveaux de la chaîne de valeur et à toutes les fonctions de haut niveau dans l'entreprise pour innover. Et ça, c'est autant d'opportunités à saisir pour vous. En 2016, le World Economic Forum avait dit 65% des enfants qui rentrent à l'école primaire aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, ça vous montre à quel point la mutation est extrêmement rapide. Donc, pour vous, il faut en permanence vous questionner sur quelles seront les évolutions dues aux évolutions technologiques d'une part, que ce soit dans l'IoT, dans le big data, dans les biotech, etc., mais aussi d'un point de vue de nos réalités. Donc, en quoi les contraintes auxquelles on est confronté aujourd'hui, que ce soit les crises sanitaires, que ce soit le manque de ressources naturelles, que ce soit la vie super urbaine, le vieillissement de la population, etc., comment ces enjeux vont façonner les métiers que vous occuperez demain. Et pour beaucoup, vous ferez des métiers que vous créerez finalement. Là, je vous ai mis les métiers les plus en demande et les plus en déclin cette année. Donc, tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle, à la data, et en premier lieu en évolution favorable. Et puis, on a des évolutions au contraire défavorables sur d'autres métiers. Le contexte Covid a exacerbé très fortement certaines tendances, notamment le digital qui est partout. La volonté d'automatiser les tâches et les processus, de digitaliser et de se former à distance. Et ça, c'est autant d'opportunités à saisir d'un point de vue très rapide pour vous. Et puis, dernier point, pour certains, vous êtes sur le point de soutenir votre doctorat. Pour d'autres, vous le soutiendrez d'ici à 2025. Vous avez une grande chance, en fait, parce que si on regarde le top des 15 compétences les plus nécessaires pour 2025, j'ai mis des petites flèches à côté de celles qui sont les plus attendues des docteurs, mais vous en couvrez un bon nombre. Hein. La capacité analytique et d'innovation, la capacité à apprendre, la capacité à résoudre des problématiques complexes, la pensée critique, la résilience, le problem solving, etc. Tout ça, c'est des compétences qu'on attend des docteurs et qui vont aussi vous permettre de développer vos carrières vers des postes de haut niveau, dont des postes C-level. Quelques conseils maintenant sur comment accéder à ces postes de niveau C-level.
Je vais d'abord prendre les choses d'un point de vue large et puis je laisserai la main à Yamina pour avoir une vision plus opérationnelle sur comment, en interne d'une entreprise, on peut évoluer. Alors, je reprends par la base. En fait, évoluer, c'est toujours anticiper ce qu'on a envie de faire et ça nécessite de se poser sur votre projet professionnel et comment vous souhaitez le développer. Au sein d'Adoc Talent Management, on représente le projet professionnel à travers 3 sphères pour que votre projet il soit à la fois personnel et réaliste. Alors, les 2 sphères qui vont le rendre personnel, excusez-moi, c'est la sphère de ce que je veux faire, c'est-à-dire mes aspirations, mes motivations, ce qui va me permettre de me réaliser, que ce soit en termes de tâches ou en termes d'environnement professionnel. Donc, vraiment définir ce que je veux faire et dans quel contexte je veux le faire, quel sens je veux que ça ait, quelles valeurs je porte et qui me permettront de me sentir bien dans mon environnement. Maintenant, il faut aussi que le projet colle à vos compétences et vos qualités. Donc, ce que je sais faire et ce que je porte en moi comme atout et comme force. Et donc, ce qui va passer par une analyse de vos compétences, de vos expériences, de vos atouts, et en réfléchissant toujours à comment ces compétences vont se transférer d'un environnement recherche où vous les avez acquises vers un autre environnement. Donc là, on est sur la partie haute du schéma qui est la partie projet personnel. Et puis, le projet doit être réaliste. Et donc, il faut en permanence brasser les informations sur ce marché de l'emploi qui est très changeant pour pouvoir se dire où sont les attentes du marché de l'emploi. Et votre champ des possibles, c'est-à-dire vos projets professionnels, ils sont à l'interface entre ces 3 sphères. Alors, il se trouve que pour certains d'entre vous, dans ce champ des possibles, les postes de top management vont rentrer. Peut-être pas pour tous, et clairement, je pense pas pour tous. Donc, gardez en tête que finalement, construire sa carrière, c'est prendre le temps de se poser régulièrement sur ce que vous avez envie de faire et ce que vous savez faire. Ça va évoluer. Et pour autant, il faut faire attention de ne pas être sur une logique qui est uniquement opportuniste, où on va là où on nous appelle ou là où on voit de la lumière. Il faut maintenir le cap, c'est-à-dire qu'une trajectoire, ça se construit sur la durée. Il faut du coup voir comment on va travailler la cohérence de son projet et que chaque marche vous permette d'atteindre votre objectif à plus long terme. Faites vos propres choix, ne vous les laissez jamais dicter par la société, par votre éducation ou autre. Un projet, c'est personnel. Les postes C-level, oui, peut-être ça fait bien ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est clairement pas adapté à tous. Quel que soit votre choix de carrière, ça sera le bon s'il est réfléchi, s'il est anticipé. J'ai mis le blues du businessman et quelques phrases qui finalement résument très très bien ça. Hein. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fière. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Donc ça, c'est un businessman qui aurait voulu être un artiste. Bah, vous, de la même manière, ne vous laissez pas imposer vos choix, que ce soit vers devenir un businessman ou une businesswoman pour certains, ou au contraire, pour d'autres, ne vous bloquez surtout pas à aller vers ces carrières en vous disant les docteurs ne sont pas attendus dessus ou je suis une femme, donc je suis doublement pas attendue dessus. Non, vos choix, c'est à vous de les conduire et de faire ce qu'il faut pour aller au bout derrière. Surtout qu'il faut être stratège quand on veut aller vers les postes de C-level parce que en général, c'est des postes auxquels on accède sur la durée. Donc, quels vont être les postes intermédiaires qui vous permettront d'acquérir les compétences manquantes? Ça veut dire que plusieurs fois dans votre carrière, vous allez largement sortir de votre zone de confort pour pouvoir vous développer sur des champs que vous ne maîtrisez pas. Et puis, une carrière, ça se construit aussi avec l'entreprise dans laquelle on évolue. Donc, bien sûr, savoir évoluer, enfin, savoir partager ses envies de carrière. Alors, je vois qu'il y a une question
qui arrivait. J'y réponds juste après, Mathieu qui posait cette question. Faire connaître ses choix et ses envies, c'est important auprès de sa direction. Donc de son N+1, son manager direct auprès des RH. Yamina y reviendra plus précisément. Pouvoir éventuellement rentrer sur des programmes de leadership ou de détection des hauts potentiels, rencontrer les décideurs de son entreprise, se faire connaître à l'interne. Et puis, si on projette cette évolution à l'externe, là aussi, ça se travaille. Il faut se faire connaître, se faire reconnaître pour son expertise, son charisme, etc., dans sa communauté professionnelle. Booster son identité numérique, parce que très clairement, les 6 étoiles haut, ils sont sur LinkedIn, ils sont très présents, ils sont actifs, et puis développer son réseau avec des opportunités qui pourraient se créer. On vient de me poser la question de savoir s'il fallait faire des formations complémentaires pour accéder à ces postes de direction. Ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire que vous avez vu sur les parcours, les exemples de trajectoires que j'ai choisis, 2 ont fait un MBA. Si on échange avec Maria, qui était le deuxième parcours que je vous ai montré, je pense que c'est elle qui a souhaité aussi à un moment avoir un peu de bagage théorique en complément de sa pratique de manager pour asseoir sa vision business et stratégique. Ça ne lui a pas été exigé par son entreprise de préparer un MBA. Quoi qu'il en soit, moi je pense vraiment qu'un MBA, on en tire plus quand on le fait après une bonne expérience déjà dans des fonctions managériales, parce qu'on va pouvoir mettre en perspective tout ce qu'on a vécu. Hop. Donc, du coup, voilà, sur la durée, si vous voulez aller vers ces fonctions-là, quoi qu'il en soit, c'est clair qu'à un moment, il faudra se détacher de la seule technicité de votre corps de métier pour prendre de la hauteur, prendre un point de vue plus global et puis se dire qu'est-ce qui me permettra de développer ma hauteur de vue, ma culture business via vos fonctions, via éventuellement effectivement des formations complémentaires comme les MBA, puis développer votre charisme et votre leadership, et puis les compétences que Yamina citait tout à l'heure qui sont attendues sur les fonctions C-level. Donc, du coup, si vous avez envie d'évoluer vers ce type de poste, il y a le choix, si l'envie est une envie d'évoluer plus rapidement vers ce type de fonction, il y a le choix de rejoindre une start-up à différents niveaux. Moi, je vous ai montré un parcours avec un CTO qui rejoignait vraiment l'aventure à ses tout débuts, donc early stage. Il y a aussi la possibilité de le faire sur les phases middle stage, donc de croissance rapide et de structuration, où souvent le COMEX va s'étoffer largement. Et puis, sinon, de le faire sur des sociétés en phase ou post-levée de fonds, des sociétés plus matures qui ont déjà des produits sur le marché. Soit sur un poste C-level directement, soit sur un poste qui n'est pas C-level, mais qui est proche des sphères décisionnaires et qui vous permettra en interne de vous faire connaître très rapidement, d'évoluer. Un petit point de vigilance quand vous voyez des offres C-level, c'est toujours durant les entretiens de valider que l'équipe fondatrice est réellement prête à accueillir un nouveau membre du COMEX. Parce que c'est sûr que ce n'est pas simple pour une équipe de fondatrices d'associés qui se connaissent, qui ont créé l'ADN de la société ensemble, qui l'ont fait croître. Donc, voilà, cette ouverture, elle est importante pour que vous ayez réellement une place au sein d'un vrai COMEX. Et puis, sinon, il y a le choix, bien sûr, de fonder votre start-up. Yamina, je te laisse la parole pour la suite. Très bien, merci Amandine. Effectivement, on va regarder un peu plus l'aspect opérationnel de faire progresser sa carrière en entreprise. Alors, est-ce qu'on a perdu Yamina ou c'est uniquement moi? Je pense qu'on a perdu Yamina. Je veux… Oui, Amandine? Oui. Hop.
Hop. J'ai un petit souci. Ah oui, alors il Il y y a a eu un juste petit eu un bug. bug de Ah connexion. voilà, c'est bon. Voilà, Effectivement. je suis J'ai- de retour. Désolée. D'accord, pas de Parfait. souci. Merci. Désolé de l'intervention. Non, non, pas de souci. Alors oui, donc progresser en entreprise, donc on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas qu'un schéma pour évoluer, mais donc pour progresser, effectivement, il y a plusieurs manières dans sa carrière. Alors ça répond aussi en partie à la question qu'on avait tout à l'heure sur l'aspect formation, mais de manière générale, là, on a une démarche qui est relativement classique. Dans beaucoup d'entreprises, la progression se fait de manière régulière par l'ancienneté. Effectivement, on va commencer par un poste d'ingénieur, par exemple, en évoluant vers de la gestion de projet, puis vers le management d'équipe, de responsable de département, puis de directeur adjoint pour accéder à des fonctions de directeur. Donc ça, c'est un schéma classique de progression, mais la formation est aussi donc un levier qui va permettre aux salariés d'une entreprise de progresser pour monter en compétences et accéder donc à des postes transverses ou hiérarchiques. Et puis évidemment, vous avez l'opportunité, vous êtes au bon endroit, au bon moment également. Alors, à propos de la réussite professionnelle, l'idée actuelle qui est très répandue dans l'esprit de nombreuses personnes, c'est que pour évoluer vite, il faudrait changer de poste assez régulièrement. On se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas parce qu'aujourd'hui, on va se référer il y a beaucoup d'études qui montrent un petit peu le contraire. On s'est penché sur des études qui ont été menées par un certain Jean Pralon, qui est donc professeur de GRH à l'école de management de Normandie, qui a mené de nombreuses études et qui fait que voilà, donc bouger n'est pas jouer. Pourquoi les cadres fidèles sont les mieux récompensés? L'idée, c'est que l'investissement que font aujourd'hui les entreprises dans les talents et les hauts potentiels se fait sur des gens qui, au contraire, vont rester fidèles. Alors, il a analysé en fait pourquoi des personnes évoluent et d'autres pas, et on a tiré des conclusions sur le fait que quand on est trop opportuniste à vouloir changer trop de trajectoire, eh bien, ça ne permet pas forcément d'évoluer. Il a fait ressortir que pour faire carrière aujourd'hui, progresser professionnellement, les cadres doivent rester donc fidèles à une entreprise et donc c'est la loyauté qui va être une stratégie payante. Il indique aussi que les entreprises vont être de plus en plus axées sur des stratégies qui vont être portées sur tout simplement la fidélité des talents et la marque employeur, et tout simplement parce que les entreprises aujourd'hui ne vont plus, vont plutôt éviter le flux de départ et d'arrivées qui vont leur coûter trop cher. Alors, il a aussi fait une étude. Ah, c'est pas grave. Il a aussi fait. Non, je t'en prie. Il a fait une étude également sur les schémas historiques il parle de règle des trois. Alors, évidemment, je vous invite à aller regarder sur Internet un petit peu les études, mais c'est le management, les revenus et la satisfaction qui s'auto-alimentent. Donc, l'idée, c'est que la réussite professionnelle, elle va dépendre de l'utilisation qu'on se fait de nos compétences, c'est-à-dire de comment on va interpréter notre environnement professionnel. Et donc, il y a des schémas cognitifs qui sont à la base de ces interprétations et qui peuvent être à l'origine de distorsions cognitives, c'est-à-dire de schémas de pensée qui sont irrationnels et exagérés, avec des interprétations donc, qui vont conduire à des comportements inadaptés. Alors, on vous donne quelques exemples. Il y a 4 schémas, donc techniques ou stratégiques. Donc, techniques pour ceux qui vont vraiment trop se concentrer sur de l'excellence technique, qui va conduire donc à des comportements dysfonctionnels, donc avec peut-être de la rétention d'informations ou des mauvaises priorisations, au lieu d'être stratège pour réussir, donc avec compétences égales. Vous avez aussi la partie isolement, le schéma isolement ou citoyenneté. Donc là, vous avez des gens pour l'isolement qui vont avoir trop confiance, une confiance qui est donnée donc, à des collègues qui connaissent très bien mais qui ne sont pas compétents, alors que l'idée est de pouvoir se représenter l'entreprise comme un réseau de partenaires et potentiel et de développer des relations équitables. Vous avez aussi la partie opportunisme ou vocation. Vocation dans le sens où vous avez des gens qui vont vraiment croire qu'ils ont avoir une vocation et vont avoir tendance à surestimer leurs compétences.
Tandis que ceux qui vont privilégier l'opportunisme ne vont pas limiter leur projet qu'à un seul métier et vont découvrir d'autres fonctions. Et donc, dans ce cas-là, ils vont naviguer de poste en poste dans l'entreprise et se laisser donc séduire par des opportunités imprévues. Et puis, vous avez la partie rationnelle, le schéma rationnel ou irrationnel. Là, on va faire référence à des personnes qui, pour ceux qui sont irrationnels, vont plutôt avoir tendance à peur du marché de l'emploi, qui vont considérer comme instable et qui vont considérer que le passe-droit ou la chance va primer sur la compétence, tandis que pour ceux qui sont rationnels, enfin pour la partie rationnelle, ce sont ceux qui vont penser que le marché va être propice, en tout cas à récompenser les talents, et ils vont moins stagner puisqu'ils vont prendre des risques calculés et donc ils vont progresser. Donc tout dépend vraiment des comportements pour pouvoir évoluer professionnellement. Alors, les qualités, on en a parlé tout à l'heure, mais là, on fait référence à 2 citations. C'est de l'adaptabilité associée à l'agilité de Catherine Berlier, qui va vraiment nous faire comprendre qu'il faut pouvoir se remettre en question, se projeter dans un futur incertain, nous réinventer ou nous réorienter autour d'un projet professionnel ou se délocaliser, s'expatrier. Qui permet d'être adaptable. Enfin, c'est en tout cas ce qu'il en ressort. Et puis, une autre citation de Pierre Denier, qui est également coach, comme Catherine. Il faut donc bâtir un projet et s'y tenir. Tout à l'heure, Amandine en parlait. Faire carrière, c'est est-ce gravir des échelons, occuper une fonction managériale à tout prix? Bon, l'idée, c'est vraiment quand même de prendre du recul, de bien se connaître, de bâtir vraiment un projet, s'y tenir, sans forcément prendre la première opportunité qui va se présenter à vous. Alors, réussir un entretien d'évolution professionnelle avec son N+1, il faut vous poser les bonnes questions. C'est très important de vous dire, mais quelles sont les raisons pour lesquelles je souhaite aujourd'hui évoluer, sur quel poste je vise, comment je serai capable d'assumer des nouvelles missions, de m'investir dans de nouveaux projets, donc de me mettre en danger. Aussi de bien penser à votre équilibre vie professionnelle, vie privée, parce que c'est un point extrêmement important, de connaître en fait les enjeux, les contraintes du poste visé. Mais c'est aussi, dans un entretien d'évolution professionnelle, l'occasion de mettre en avant aussi les compétences essentielles pour obtenir une promotion. Et là, donc, une étude qui a été menée par le cabinet Robert Half, qui met en avant les critères de bons résultats, mais ce n'est pas que ça. Pour pouvoir mettre les compétences essentielles, en tout cas, qui sont ressorties, c'est l'esprit d'équipe, c'est aussi la capacité à communiquer et l'éthique, qui sont ex aequo, les compétences techniques et l'adaptabilité, à nouveau, et puis bien sûr, on se rend compte que le réseautage interne n'est mentionné que par seulement 13% dans cette étude, et puis la culture du résultat qui n'est pas non plus, ne semble pas être non plus une caractéristique déterminante. Alors, réussir un entretien, c'est aussi utiliser le fait, par exemple, pour certains qui sont déjà salariés dans une entreprise, de l'utiliser comme un atout, de vous préparer comme vraiment vous le feriez pour un entretien d'embauche, tout en gardant à l'esprit que vous êtes favorisé, parce que vous connaissez l'entreprise, la culture, les managers et les services. Donc, utilisez cette composante. C'est aussi choisir le bon moment, le bon interlocuteur pendant l'entretien. Il y a 2 hypothèses. Soit on va venir vous chercher, on va vous proposer donc une évolution en interne et auquel cas le timing ne va pas dépendre de vous. Et là, pour le coup, on vous aura identifié. Ou sinon, c'est vous qui faites la démarche, vous êtes acteur. Et dans ce cas, l'entretien d'évaluation est le moment propice pour partager vos ambitions avec votre manager avec lequel vous allez faire ce processus. Alors, on vous a donné quelques conseils, de rester plutôt bon camarade, de ne pas vous braquer, en tout cas face à un refus, si votre manager est opposé à votre projet. Le mieux, c'est de rester calme, d'écouter en tout cas ses raisons, de ne pas critiquer vos compétiteurs en entreprise, ne jamais hausser le ton, de ne pas faire de chantage, évidemment, donc un peu classique, mais en tout cas, si votre manager s'oppose à un refus catégorique, il faut peut-être aller se poser la question de si je souhaite évoluer, je vais regarder maintenant à l'extérieur et rechercher une organisation qui va me permettre cette évolution. On vous conseille également de ne pas parler trop tôt de salaire pendant l'entretien. La négociation d'augmentation de salaire, elle arrive dans un second temps, effectivement, quand vous avez été sélectionné pour le poste visé. Ne parlez pas dès le premier entretien. Il ne faut pas que ça apparaisse comme une source de motivation première. Et quant à savoir quoi demander, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet ou faire
appel à des consultants comme nous au sein d'Adopt Talent Management. Alors, une fois que vous avez obtenu votre promotion vers des fonctions de C-level, en tout cas d'évolution vers des fonctions à responsabilité, le processus n'est pas encore terminé puisque, évidemment, maintenant, il vous faudra nouer des nouvelles relations dans cette nouvelle fonction. Et donc, il y a Olivier Gélis, qui est donc le directeur général du cabinet Robert Half, qui cite qu'une fois qu'on a obtenu ce poste, l'idée, c'est vraiment de mener des audits, de faire sa propre idée sur cette fonction. Donc, n'hésitez pas, voilà, dans le cadre de faire des entretiens individuels avec vos anciens collègues qui sont devenus vos subordonnés, puisque vous avez accédé à des fonctions de responsabilité managériale, de faire des rendez-vous avec vos pairs, d'aller investiguer, de voir un petit peu de glaner de nombreuses informations et puis d'aller voir ensuite votre manager et lui exposer ce que vous avez vu de la situation, des opportunités, des zones de risque, des challenges, etc. Donc, il faut communiquer, être transparent. Voilà. Alors, en conclusion, je vous invite à revenir à participer à nouveau via le site menti.com avec le même code, donc 48 69 48 7 que vous voyez à l'écran. Et donc là, je vous invite après cette présentation de pouvoir indiquer quel type de poste C-level ou de société ou secteur vous tente aujourd'hui le plus, vous personnellement. N'hésitez pas. Alors, répondez par un trigramme qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit de ce que vos ambitions qui ressortent de vos propres ambitions. Et ça peut être aucun. Et ça peut être aucun à la raison. Effectivement, voilà, aucun, il y en a. Ça va très bien. Parce qu'on part toujours du principe que, avant de savoir si ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, il faut glaner de l'info. Donc là, vous avez glané un premier niveau d'info et peut-être, en tout cas, ça infirme l'hypothèse d'aller vers ces fonctions-là pour vous avec votre vision actuelle. Alors, on voit quand même qu'il y a pas mal de postes à responsabilité qui apparaissent. Donc, il y a des ambitions notées. Donc, CTO, CSO, CEO. Des secteurs aussi qui apparaissent. Donc, je vois que c'est assez dynamique, assez varié. En tout cas, ça vous inspire visiblement. Très bien. Ce que je te propose, Yamina, je le laisse tourner et on le revoit dans 2 minutes, le temps. Ça marche. Ça marche. Le temps que tu fasses la slide de conclusion comme ça. Alors oui, donc maintenant, ce qu'il faut se dire, alors pour conclure, on est, comme l'a dit tout à l'heure, l'a mentionné Amandine, on est dans une société fondée sur la connaissance où l'innovation est au cœur. On est effectivement dans un contexte changeant qui est très favorable à l'accès des docteurs au poste de C-level. Et notamment en particulier dans des secteurs assez innovants comme la biotech, la medtech, l'IT, le digital ou tout ce qui est tout autour de l'univers de l'intelligence artificielle ou de la data. Aussi les postes qui sont liés à la science et à la technologie, donc sur ces termes qu'on a vus tout à l'heure de CSO, Chief Scientific Officer, CTO, Technology Officer, CIO, Information Officer, mais pas que. Donc, comme l'a mentionné également Amandine, il faut être stratège pour construire son parcours vers ces fonctions C-level. Rarement le premier poste, ce sera rarement le premier poste après le doctorat, sauf après, évidemment, si vous avez cet esprit très entrepreneurial et de créer votre propre structure. Donc, voilà, donc rejoindre une start-up ou en créer une, et puis anticiper sa stratégie dans la durée, donc pour la filière management. Il faut être proactif sur la construction de sa trajectoire dans l'entreprise. Il faut accepter de se mettre en danger, tout simplement de sortir de sa zone de confort et se confronter à des enjeux business, de faire connaître en tout cas ses ambitions et de saisir les opportunités, bien entendu. Alors,
N'hésitez pas à postuler sur nos offres d'emploi, hein. Nous avons aussi, nous menons des recrutements de C-level, hein, de postes à responsabilité. On a vu tout à l'heure quelques études de cas. Donc, sur notre site internet, hein, vous aurez de toute façon ces slides. Également, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de pouvoir vous orienter, échanger avec vous, et puis vous serez nos futurs candidats. Et pour accéder à des beaux postes. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, donc celles qui vous viennent à l'esprit, on est là aussi pour y répondre. Alors, j'arrête mon Revenir partage d'écran. Sur le Mentimeter, peut-être, sur le nuage. Je vous partage qui n'a pas beaucoup évolué. Le Mentimeter. Alors, en tout cas, il montre quand même que, voilà, il y a eu des idées. Ce que je vais faire, c'est que je vais le copier-coller dans le support qu'on va vous partager par le chat. Pendant ce temps, on va répondre aux questions qui sont arrivées. Et n'hésitez pas à en poser d'autres. Hop, alors, quel est le meilleur moyen de rejoindre une start-up à la sortie d'un doctorat? Tu veux répondre ou je réponds? De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, hein, le meilleur moyen de rejoindre une start-up, c'est aussi déjà de glaner des informations, hein, sur l'entreprise, de pouvoir aller faire sa recherche, hein, sur les sociétés qui vont faire du sens pour vous en fonction de votre projet professionnel. Donc voilà, il y a plusieurs leviers, il y a plusieurs moyens, hein, de pouvoir rejoindre une start-up. Tout dépend en fait de votre projet professionnel. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à apporter, Amandine. Grosso modo, alors je projette la question sur étant notamment sur les types de postes en start-up. Les startups sont très ouvertes à recruter des jeunes docteurs sur des fonctions qui sont soit vraiment centrées sur la technicité, donc ça va être des fonctions de type ingénieur R&D, soit sur des postes de gestion de projet R&D, et même souvent sur des postes mixtes en fait entre les deux. C'est clair que nous on va souvent quand même voir des docteurs qui rentrent dans les startups via la fonction R&D, hein. Et puis de manière plus restreinte, mais néanmoins, c'est une vraie réalité, des docteurs qui vont rentrer dans les startups via des fonctions de business development, technico-commerciaux par exemple, ou ingénieurs d'application, support technique aussi, des fonctions où on a besoin de comprendre le client final, et quand on est sur des produits très innovants, on a besoin de comprendre aussi la technicité, la technologie qui est derrière le produit, même si on ne fait plus de la R&D dans ces cas-là. Mais voilà, on va voir si ça répond Alors, à la question. Il y a aussi une question de conseil en stratégie. Est-ce qu'il peut représenter une façon de se rapprocher des postes C-level et comment? C'est vrai que dans le conseil en stratégie, on va avoir souvent pour interlocuteurs des personnes à fonction assez de haut niveau. Donc, c'est aussi peut-être une façon, effectivement, de vous rapprocher, hein, en tout cas, de ces populations. Après, c'est aussi en évoluant, hein, dans la sphère, hein, qui vous permettra de pouvoir accéder et peut-être même de devenir, tout dépend de vos ambitions personnelles pour si vous aspirez à des fonctions de C-level. Alors, qu'en est-il des postes de top management pour les docteurs dans les institutions publiques? Je te laisse peut-être, tu as des exemples, Amandine? Oui. Alors, bon, à la fois, il y a un gros travail qui a été fait de lobbying par les associations de docteurs et doctorants pour l'accès des docteurs à la haute fonction publique. C'est clair que aujourd'hui, on va trouver des docteurs dans les fonctions de top management dans les institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche. Et après, de manière
alors moins forte en termes de nombre dans certaines agences de l'État où il va y avoir des enjeux liés à la science, à la technologie, au réglementaire. En fait, il faut se dire en quoi, dans ces cas-là, mon expertise scientifique va pouvoir apporter une plus-value. Enfin, je ne sais pas, par exemple, dans une agence de l'État liée à la santé publique, bien sûr qu'ils ont besoin à des fonctions de top management de personnes qui ont des un vrai savoir-faire avéré dans le domaine, quoi. Dans les institutions européennes, bah, là aussi, il y a pas de concours, parce que dans les institutions européennes ou nationales, on est sur des postes sur concours, hein. Il n'y a pas de concours qui sont forcément spécifiques au docteur, mais on va voir sur certaines fiches de poste que le docteur est demandé. Donc là, il faut regarder au cas par cas. Alors, merci. Il y a une question de Fernanda aussi dans l'entreprise. Il y a souvent la voie technique et la voie de management. Lorsque l'on fait une thèse, on développe profondément le côté technique. Donc surtout dans un grand groupe, comment je pourrais convaincre mes supérieurs que suivre une carrière dans le management est cohérent avec le fait d'avoir fait une thèse? Moi, je dirais que de toute façon, tout dépend encore une fois de nos aspirations, notre volonté de vouloir évoluer vers des fonctions managériales. Même si on est très technique, vous avez aussi l'occasion de pouvoir superviser des personnes, des étudiants lors de projets même très techniques. Et là, ça va libérer peut-être votre appétence managériale et puis progressivement évoluer vers ces métiers. Et tout naturellement, vous serez amené à convaincre que vous avez déjà managé et porté à succès des projets avec une équipe. Donc voilà, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Amandine, mais voilà un peu l'idée. Donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas convaincre en tout cas vos managers d'évoluer vers des fonctions managériales. Oui, oui. Bah, c'est beaucoup de savoir-être et d'aptitudes liées à l'humain. Donc, il faut être tourné vers l'autre, communicant, organisé. Mais en tout cas, vous avez commencé déjà à gérer un petit niveau, un premier projet, et ça, il faut pouvoir le valoriser. On a une autre question de comment se déroule le processus d'aide d'ADOC pour trouver une entreprise ou une start-up. Moi, je pense que par le biais aussi de nos formations qui peuvent aider les doctorants à pouvoir aller identifier de manière pertinente des entreprises qui pourraient faire du sens, en tout cas, pour eux. Oui, et puis après, nos clients, c'est des entreprises, hein, donc il faut suivre l'actualité de nos offres d'emploi et vous positionner dessus, ou le cas échéant, nous envoyer une candidature spontanée pour que dès qu'on a une offre qui nous semble adaptée à votre CV, on puisse vous la proposer. Je crois qu'il y avait une question qui était revenue sur l'aspect MBA. Du coup, j'avais formulé un premier niveau de réponse tout à l'heure et on nous redemande si il faut forcément une formation en management ou business. Donc, dans les exemples que j'avais donnés, 2 personnes sur 4 avaient un MBA. Non, en fait, il vous faut les compétences. Après, sur la manière de les acquérir, ces compétences plutôt business et cette dimension stratégique, pour certains d'entre vous, vous allez être mentorés dans l'entreprise par des personnes qui sont au COMEX et qui vont vous permettre de les acquérir, donc via vos fonctions. Et pour d'autres, vous allez les acquérir via des formations complémentaires. Mais c'est pas indispensable. Tous les membres du COMEX n'ont pas un MBA, loin de là. Puis on a il y a une question sur l'importance de… Oui. Vas-y, on en a 2 à traiter. L'importance de l'âge, je vois. Est-ce qu'il peut être trop tard ou est-ce qu'il faut bien prendre le temps pour bien se préparer, si j'ai bien compris, pour accéder peut-être à ces fonctions de C-level, si je comprends la question comme ça.
Je pense que tout est une question, encore une fois, d'ambition personnelle, hein, de notre projet, de votre projet professionnel que vous avez étudié et défini, qui font que vous allez accéder à ces fonctions soit très, très tôt parce que vous avez envie peut-être de créer votre propre structure, ou soit vous avez envie d'y aller par étapes, de découvrir plusieurs fonctions dans l'entreprise et qui vous permettent progressivement d'accéder à des fonctions de responsabilité. On a une question sur le conseil en stratégie. Peut-il être une façon de se rapprocher des postes C-level et comment? Oui, clairement. Le conseil en stratégie, donc au sein d'acteurs comme Bain & Company, McKinsey, le Boston Consulting Group, c'est fondamentalement des activités où vous allez être très, très challengé sur votre business awareness et sur des enjeux business et stratégiques. Donc, c'est à mon sens une porte d'entrée vers les fonctions de top management rapidement derrière. C'est vraiment un bon tremplin. On le voit dans les personnes qu'on a accompagnées sur ces métiers ou après ces métiers-là. Oui. Alors. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, me semble-t-il. D'accord. Et moi, je regarde comment partager le support, mais avec cette version-là de Zoom, je ne peux pas. J'ai pas de possibilité de partager un support. Écoutez, ce qu'on vous propose, parce qu'on ne peut pas partager le support, on comptait le faire, mais la fonction est désactivée. C'est de nous adresser, si vous souhaitez avoir le support, nous adresser un mail à contact@adoc-tm.com ou nous écrire via le formulaire de contact de notre site et on se fera un plaisir de vous le partager. J'ai même rajouté les nuages de mots que vous avez fait aujourd'hui et je ne peux pas les partager. Et on a une dernière question. Comment s'y préparer, qui je pense est comment s'y préparer au métier du conseiller en stratégie, j'imagine, vu qu'on était en train de répondre là-dessus. Sinon, alors c'est spectateur anonyme, je vous laisse repréciser, mais je vais répondre sur comment aller vers le conseil en stratégie. Alors, il n'y a pas une discipline qui est recherchée dans le conseil en stratégie. Vraiment, ce qui va être attendu des docteurs, c'est d'apporter leur capacité analytique, analyser des problématiques complexes et aller jusqu'à des recommandations. Par contre, c'est des modalités de recrutement qui sont extrêmement spécifiques avec des études de cas, du market sizing, du blend teasing, etc., sur lesquelles il vous faut vous préparer. Alors nous, on anime dans certaines communes des formations sur comment se préparer aux entretiens pour le conseiller en stratégie. Éventuellement, si vous souhaitez nous partager votre commune, on pourra vous dire si on intervient sur ces sujets-là. Bien sûr, nous, on a des postes ouverts dans ce domaine et nous, on va coacher et préparer les candidats avant de les présenter à nos clients dans le conseil en stratégie en leur faisant passer des études de cas, le cas échéant, rencontrer aussi des consultants en stratégie. Vous avez pas mal de sites sur Internet avec des études de cas publiques. Essayez-vous à l'exercice, ne serait-ce que pour savoir si ça vous plaît. Parce que c'est quand même traiter des problématiques business qui peut-être, en termes de stimulation intellectuelle, vous plairont beaucoup et peut-être en termes de stimulation intellectuelle, pour certains, ça ne vous plaira pas. Donc, rien que le fait de s'entraîner via les études de cas, ça vous aidera à savoir si ça peut être des métiers pour vous ou pas. Je pense qu'on a fait le tour, il me semble. Écoutez, oui. On va libérer. Merci à tous pour votre participation active et vos questions. Et puis, écoutez, on croise les doigts pour votre développement de carrière. Bonne fin de PhD Talent Carrière Fair et à très bientôt, on l'espère. Merci. Merci, à très bientôt également.
Ouais, je vois des merci qui arrivent dans le chat. Merci à vous pour les merci. Au revoir.